Bonjour, je suis François Képès, biologiste, et aujourd'hui, je vais vous accompagner sur le chemin qui mène de la chimie de synthèse à la biologie de synthèse, et avec aussi pour objectif de démontrer que le futur de la manufacture humaine se fera au niveau moléculaire. Alors, question, quel domaine récent de la science nous amènera les bienfaits suivants durant la première moitié du XXIe siècle? Une nouvelle génération de médicaments et vaccins permettant une médecine mieux ciblée, plus personnalisée et réactive. Des méthodes améliorées permettant de régénérer ou greffer nos organes malades ou blessés sans problème de compatibilité avec le donneur. Une part de l'énergie nous chauffant ou nous transportant venant de biocarburants fabriqués à partir de résidus agricoles ou ménagers. Une viande de synthèse, agréable de goût et de texture, évitant aux végétariens des régimes parfois insatisfaisants au plan diététique. Des méthodes pour réhabiliter les sols pollués. Et la réponse unique, c'est la biologie de synthèse. De quoi s'agit-il? En bref, c'est l'ingénierie rationnelle de la biologie. Le but de ce domaine récent est de concevoir de nouveaux systèmes inspirés par la biologie ou basés sur ses composants. Construire un système biologique qui fonctionne comme prévu est une manière de s'assurer qu'on a compris les phénomènes sous-jacents. En ce sens, la biologie de synthèse permet de faire progresser les connaissances sur le monde vivant. Cependant, l'aspect ingénieral y est dominant et il s'ensuit que les applications industrielles ne sont jamais loin. Le potentiel économique de ces applications est considérable puisqu'elles touchent aussi bien à la santé, l'alimentation, l'environnement, l'énergie, les matériaux. Ce large spectre d'applications positionne la biologie de synthèse comme un ample socle technologique et scientifique, plutôt que comme une sous-discipline de la biologie. Les projets en biologie de synthèse articulent presque toujours les trois temps de la conception, de la construction et de la caractérisation. L'objet souhaité est conçu sur la base d'un cahier des charges, puis il est construit, et ensuite l'objet construit est testé, caractérisé. S'il diffère trop du cahier des charges initial, peut s'intercaler un quatrième temps dit d'apprentissage, menant à un nouveau cycle complet à trois temps, les 3 C, et ce jusqu'à satisfaction du cahier des charges. Par ailleurs, d'emblée, la biologie de synthèse a rassemblé 3 approches que l'on peut désigner par constructiviste en bas à droite, déconstructiviste en bas à gauche et protocellulaire en haut. Nous allons commencer par l'approche constructiviste et hiérarchique. Elle part en bas de biobriques, qui sont des segments d'ADN codant soit une protéine, soit un ARN, soit des séquences qui régulent la production de ces molécules, protéines ou ARN. Au niveau au-dessus, ces biobriques sont associées et organisées en circuits biochimiques. Un aspect essentiel de cette approche, c'est la normalisation des biobriques, mais aussi de leur méthode d'assemblage en circuits. Et au niveau le plus haut, ces circuits sont enfin intégrés en un système, souvent à l'échelle de la cellule. Alors revenons, donc on voit bien la notion de hiérarchie à travers ces 3 niveaux, mais revenons aux circuits biochimiques pour en préciser les contours. Les circuits peuvent être de type métabolique ou régulatoire, ou encore mêler ces 2 types. Un circuit métabolique permet d'effectuer une suite de réactions biochimiques, débutant avec un composé naturel ou bon marché, et s'achevant avec le produit souhaité, par exemple un médicament. Et un circuit régulatoire permet de déclencher cette production au moment opportun, de la réguler, d'améliorer son efficacité. Il permet aussi de déclencher un circuit métabolique à un moment précis, par exemple en mesurant le temps par un oscillateur périodique, qui au fond est un circuit régulatoire parmi d'autres. Donc parlons rapidement du circuit métabolique. Donc la petite molécule A, à gauche, issue par exemple d'un aliment fourni à la cellule, est transformée ici en 3 étapes, dans cet exemple simplifié.
en une petite molécule D qui pourra servir de brique pour fabriquer des composants de la cellule, que ce soit des protéines, de l'ARN. Chaque étape est accélérée, on dit catalysée, par une enzyme spécifique notée A vers B, B vers C, C vers D. Dans cet exemple simple, ce sont 3 enzymes différentes qui accélèrent les réactions de façon à rendre leur vitesse compatible avec la vie de la cellule, donc d'un facteur 1000 à plusieurs millions. Et chacune de ces enzymes est codée par un gène dans le matériel héréditaire et dans une bactérie naturelle, un circuit métabolique peut contenir un millier de petites molécules et d'enzymes formant ensemble un réseau avec des branchements, des croisements. On va voir une petite image tout à l'heure, juste pour en avoir une idée, sans entrer dans les détails. Vous voyez tout de suite que si votre bactérie, par exemple, ou votre levure pousse dans de l'eau avec du sel et un petit peu de sucre, chaque fois qu'elle se divise en deux, elle multiplie par 2 les catalyseurs qu'elle contient, les enzymes. Et c'est pourquoi l'approche biologique, biotechnologique, a souvent un impact environnemental très positif par rapport aux approches chimiques, par exemple. Mais on va y revenir. Également, vous voyez que en fait, le sucre, qui est le plus cher de tous les composants, en plus de l'eau et des sels, le sucre peut venir de ressources renouvelables. Je parlais de déchets ménagers, de déchets agricoles. Bref, on peut abaisser fortement l'empreinte carbone de cette manière. Voilà. Comme promis, voici un exemple plus réaliste d'un circuit biochimique. Métabolisme central d'une bactérie, en l'occurrence, chaque point bleu est une petite molécule comme A, B, C, D tout à l'heure, et chaque ligne rouge est une réaction chimique allant de l'un à l'autre des points bleus, et donc accélérée par une enzyme, et vous avez environ 1000 points bleus et 1000 traits rouges dans cet exemple, qui est encore, disons, celui d'une bactérie relativement simple. Ayant maintenant parlé des circuits métaboliques, parlons brièvement des circuits régulatoires, autre type de circuit biochimique, avec l'exemple simple d'un interrupteur bistable. Le circuit est représenté ici, il indique simplement qu'il y a 2 molécules, 2 protéines par exemple, A et B, qui inhibent chacune la production de l'autre. Donc si au départ vous avez beaucoup de A et pas beaucoup de B, eh bien A prédominant va efficacement empêcher la production de B, donc la présence de B va aller diminuant. Et la présence de A va aller augmentant. Donc si vous regardez le comportement temporel, vous avez A qui va augmenter. C'est en bas. Mais comme la situation est complètement symétrique, si c'était B qui avait prédominé initialement, A serait allé diminuant. Donc vous voyez qu'il y a toujours un circuit comme ça, dans un équilibre stable parmi 2 équilibres possibles, soit A est en haut, B en bas, soit B est en haut et A en bas. Ainsi, ce circuit est équivalent à un interrupteur à 2 positions qui s'appelleront A et B, par exemple. Mais si vous regardez la petite photo du circuit régulatoire que vous connaissez bien, qui est dans votre maison, ça s'appelle un interrupteur bistable aussi. Vous voyez qu'il y a un doigt qui permet, en appuyant sur l'interrupteur, de passer de A à B, de changer de position. Ce doigt, c'est une addition qui n'est pas représentée sur le petit circuit très simple que je montre et qui peut, sous l'influence d'éléments extérieurs, appuyer, entre guillemets, sur A ou sur B. Alors, à quoi sert un interrupteur bistable en biologie? Bien, par exemple, pour la différenciation de 2 cellules filles qui proviennent de la même cellule mère et qui vont donner lieu l'une aux cellules du foie à venir et l'autre aux cellules du pancréas à venir. Et ceci parce que l'interrupteur qui appuie dessus, c'est simplement le fait qu'il y a une différence entre ces 2 cellules qui viennent de la même cellule mère, mais qui, de fait, voient l'une des 2 cellules filles exposée à l'extérieur, l'autre à l'intérieur, et ça va déterminer des avenirs différents pour ces 2 cellules. Bon, et voilà un exemple plus réaliste d'un circuit biochimique. Vous voyez que ça peut être un petit peu plus compliqué, même si ça reste encore un circuit régulatoire relativement simple. Alors, après l'approche constructiviste, quelques mots sur l'approche
déconstructiviste. Elle vise à minimaliser un génome ou une cellule, généralement de micro-organismes. Alors, il y a deux aspects. Du point de vue fondamental, la réduction du patrimoine génétique permet d'appréhender quels seraient les éléments génétiques minimaux compatibles avec la vie. C'est donc passionnant, mais ça implique bien entendu de préciser les conditions de cette vie, car les prérequis différeront. Si la cellule est autonome, elle aura besoin de beaucoup d'équipements en protéines et ARN. Si elle dépend d'un hôte par symbiose, parasitisme, infection, alors elle a peut-être besoin de moins d'équipements. Du point de vue appliqué, l'objectif général est de mettre au point un micro-organisme poussant rapidement sur des substrats bon marché et bioproduisant abondamment un composé à haute valeur ajoutée. Et pour y parvenir, l'idée est de supprimer du génome d'un micro-organisme les éléments inutiles du point de vue de l'objectif général, par exemple la machinerie qui permettrait l'utilisation de tel sucre, alors qu'elle est inutile parce que le sucre en question, on ne le fournira pas dans le fermenteur où pousse la bactérie. Au passage, cette réduction de la quantité d'ADN abaisse la charge métabolique de la cellule qui doit dupliquer cet ADN avant chaque division. Il y a moins d'ADN, il y a donc moins à travailler pour le dupliquer. Le résultat est un châssis, c'est un terme de jargon qui désigne le micro-organisme minimalisé qui est prêt à recevoir telle ou telle charge utile selon le projet en cours. Cette charge utile consiste bien sûr dans les gènes codant les enzymes d'une voie métabolique conduisant au composé désiré et les éléments régulatoires associés sont ces circuits biochimiques dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a donc un lien aussi entre ces deux approches. Maintenant, on va parler de la troisième et dernière approche, dite protocellulaire. Ce sont des systèmes in vitro, des systèmes dans l'éprouvette, qu'on peut appeler protocellules, c'est un jargon aussi. Il s'agit en fait tout simplement de liposomes, qui sont des petites bulles dont l'enveloppe est constituée de lipides et l'intérieur d'eau. Les liposomes sont les constituants typiques des crèmes hydratantes. En biologie de synthèse, les liposomes sont sophistiqués, contiennent des éléments, souvent des protéines, qui confèrent à leur enveloppe comme à leur phase aqueuse interne les propriétés souhaitées. Alors, d'un point de vue fondamental, les protocellules permettent d'étudier une propriété de la cellule vivante en tentant de la reproduire avec le moins d'éléments possible. Cela peut servir à étudier l'origine de la vie, ou plutôt, soyons réalistes, une possible origine de la vie parmi beaucoup. Et du point de vue appliqué, par exemple, existent des projets pour cibler et tuer des cellules cancéreuses. Alors, le ciblage et l'attachement à la cellule cancéreuse fait appel à des protéines de l'enveloppe du liposome qui reconnaissent la cellule cancéreuse, cependant que ce sont les protéines internes au liposome qui vont tuer la cellule cancéreuse. Donc, cette approche protocellulaire, en pratique, est souvent à la croisée des chemins entre chimie et biologie de synthèse, avec des nouveaux acides nucléiques, des nouveaux acides aminés, des recodages du code génétique, de l'expression génique, etc. Bien, alors, ayant décrit ces trois approches, constructivistes, déconstructivistes et protocellulaires, ouvrons une brève parenthèse pour rappeler le développement préhistorique de la technologie humaine dans le domaine du vivant, avec d'abord la chasse et la cueillette, et puis il y a un peu plus de 10 000 ans, l'élevage et la culture, puis des croisements contrôlés et de plus en plus maîtrisés pour avoir un blé qui soit plus facile à utiliser, ou bien des chèvres qui produisent plus de lait, etc. Et puis, à partir des années 1973, à peu près, les modifications génétiques dirigées, ce qu'on appelle génie génétique. Et finalement, la même chose, mais avec une conception rationnelle et des outils améliorés depuis 2004, conception rationnelle des modifications qui relève de la biologie de synthèse. Et à chacune de ces étapes, on voit apparaître aussi un nouvel équilibre entre société humaine et biotope. Je dirais un tout petit mot à la fin à ce propos. Il faut aussi savoir que les relations entre chimie et biologie offrent de multiples facettes, certaines relativement anciennes. Et je vais en signaler deux très rapidement qui ne sont pas tout à fait dans le sujet, et puis je vais ensuite parler des relations entre chimie de synthèse et biologie de synthèse.
Alors, ces deux-là sont de l'ordre de la biochimie et de la métagénomique. D'abord, la biochimie, pour dire qu'il s'agit de rien d'autre que de la chimie du vivant. Et comme telle, la biochimie est depuis longtemps un terrain de chasse pour le chimiste qui apprécie les défis difficiles, au sens où les molécules biologiques sont souvent grandes et complexes. Autrement dit, la biologie a apporté des objets d'intérêt aux chimistes. Mais plus récemment, la biologie a commencé à apporter aussi des outils aux chimistes. Depuis les débuts des années 2000, en effet, de nouvelles activités catalytiques et de nouveaux syntons, SYNTHON, sont des unités de base en synthèse chimique, sont venus s'ajouter à la panoplie chimique grâce à la fouille systématique de données métagénomiques. Petit mot sur la métagénomie. Elle consiste à séquencer l'ADN de mélanges complexes et non pas d'un organisme donné, par exemple la bactérie ou l'humain. Donc, on va séquencer massivement l'ADN d'un mélange complexe venant d'un écosystème donné. Par exemple, on va séquencer l'ADN de notre microbiote intestinal, qui est un mélange de bactéries et virus, éventuellement levures, appartenant à de nombreuses espèces mélangées. Ou encore, on va séquencer l'ADN global des organismes qui vivent dans une usine de retraitement des eaux usées, dans l'espoir d'y découvrir des gènes codant des enzymes, donc sont souvent des protéines, qui sont des catalyseurs biologiques, enzymes qui posséderaient des activités catalytiques nouvelles utiles pour la chimie. Toutefois, le propos de cet exposé se situe principalement ailleurs que dans ces approches bien établies. Nous traiterons de trois aspects qui relient de manière très diverse la biologie de synthèse à la chimie de synthèse. Nous adopterons successivement les points de vue de leur développement historique, de leur coopération et de la substitution de la voie biologique à la voie chimique. À commencer d'abord par le développement historique. La question est, la chimie de synthèse et la biologie de synthèse partagent-elles une logique de développement commune? Et de la réponse dépendent les conséquences à long terme de l'essor actuel de la biologie de synthèse. Revenons en arrière, vers 1850, la chimie analytique triomphe. Les analyticiens sont alors tentés de synthétiser le composé naturel qui les intéresse pour éviter sa pénible purification et pour en augmenter la quantité disponible afin d'analyse. Mais une fois que vous synthétisez un composé naturel, c'est ensuite un pas assez modeste que de passer à la synthèse de molécules inconnues dans la nature. C'est ce petit pas qui signe l'entrée dans l'ère de la chimie de synthèse. Le programme scientifique de Marcellin Berthelot, publié en 1864 lors de son premier cours au Collège de France, prend exactement cette direction. Il promeut dès lors la synthèse comme une méthode de recherche en chimie organique qui ouvre la voie à une industrie chimique puissante qui, depuis, a mis sur le marché près d'1 million de composés dont la plupart n'existaient pas dans la nature. De manière analogue, c'est vers 1995 que la biologie analytique triomphe à la période des omiques, génomique, transcriptomique, protéomique, etc. Par exemple, la génomique vise au décryptage total du patrimoine génétique, du génome, d'une bactérie, d'une levure, puis de l'homme en 2003. De même, la protéomique étudie en principe l'ensemble des protéines d'une cellule. C'est cette exhaustivité de l'analyse qui signe l'ère des omiques et donc de la maturité de la biologie analytique. Cependant, accumuler des données exhaustives n'amène pas à une compréhension des phénomènes biologiques. S'ensuit donc une phase visant à la compréhension, à l'explication scientifique et éventuellement à la prédiction. C'est la période de la biologie des systèmes. Ce domaine, né vers la fin des années 1990, fait usage de modèles mathématiques qu'il fait tourner dans l'ordinateur afin soit de prédire des phénomènes biologiques, soit de les reproduire pour les comprendre. Ainsi, la biologie des systèmes permet de définir et comprendre les principes qui régissent le fonctionnement du vivant. On parle des principes de design du vivant, ou, selon les termes de François Jacob dans son livre célèbre, la logique du vivant. Puis, très vite,
dès 2000, cette exploration des principes de design du vivant ouvre la voie à leur exploitation. C'est la période de la biologie de synthèse qui débute en construisant des circuits directement inspirés de la nature, puis rapidement s'en éloigne pour mettre au point des circuits biochimiques novateurs. Elle promeut la synthèse comme méthode de recherche dans l'étude de la vie, par analogie au programme de Marcelin Berthelot 140 ans plus tôt. Et le terme biologie de synthèse a été proposé en 2004. L'analogie, loin d'être trompeuse, souligne le fait que l'émergence de ces deux sciences procède de mécanismes similaires. Cette analogie pose aussi le développement de la biologie de synthèse comme une tendance de fond, lente et progressive, indépendante de sa dénomination plus ou moins heureuse. Ces prémices suggèrent que la biologie de synthèse, comme c'est le cas pour la chimie de synthèse, mais avec un décalage donc de 140 ans, ait le potentiel de prendre une importance considérable dans nos modes de vie durant le siècle en cours. Le petit schéma maintenant affiché montre un petit peu cet équilibre, ou plutôt cette complémentarité entre la biologie des systèmes qui permet de comprendre les principes de design du vivant et la biologie de synthèse qui permet d'exploiter les principes de design du vivant. Donc, du côté gauche, on a l'exploration et l'analyse, et du côté droit, l'exploitation et la synthèse. Et dans ce développement comparé, vous voyez, avec ce décalage temporel, pour la chimie de synthèse, puis pour la biologie de synthèse, le cycle s'enclencher de la recherche, puis du développement, ensuite d'une industrialisation, et enfin de l'impact économique et des emplois, bien évidemment. Nous allons maintenant parler coopération. Au-delà d'une analogie dans leur développement respectif, quelles sont les interactions opérationnelles entre chimie et biologie de synthèse? En voici deux exemples de nature différente. D'abord, le diagnostic Versant, commercialisé par Siemens, permet annuellement, depuis maintenant quinzaine d'années, le suivi de 400 000 patients atteints d'une ou deux infections virales, typiquement sida et hépatite dans les premiers temps. Notons quand même que récemment, ils ont introduit dans leur catalogue aussi la détection du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Ces infections étant traitées, les doses de virus circulant dans le sang des patients atteints de sida, par exemple, sont extrêmement faibles. Ce test diagnostique permet de détecter 8 molécules seulement présentes dans un échantillon sanguin. Or, ce test est basé sur un acide nucléique non naturel, conçu en 2004. Un acide nucléique naturel, comme l'ADN, est dit linéaire car il est constitué d'un enchaînement de petites molécules, un peu comme des perles au long d'un collier. Au contraire, ce test s'appuie sur un acide nucléique non linéaire comportant des branchements, qui sont autant de facteurs d'amplification du signal qui est porté par des balises lumineuses, représentées sur le petit schéma en bas à droite. En fait, si vous regardez bien le schéma, vous voyez qu'il y a même deux niveaux d'amplification qui permettent de rendre ce test extraordinairement sensible. Donc, c'est là un bel exemple de coopération entre une chimie de synthèse inventive et une biologie de synthèse appliquée en santé humaine. Le second exemple fait référence à une suite de réactions, les premières biologiques, les dernières chimiques. La malaria est une maladie qui frappe entre 300 et 500 millions de patients dans le monde. Une molécule appelée artémisinine est, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le traitement de référence de la malaria. L'artémisinine doit impérativement être utilisée en thérapie combinée avec une ou deux autres molécules pour éviter l'apparition de formes de résistance dans le parasite du paludisme. Il s'agit donc d'un médicament potentiel pour 300 à 500 millions de patients. L'artémisinine est naturellement produite par une plante, l'armoise annuelle, qui est dans la pharmacopée chinoise depuis 2000 ans. Comme la production par la plante est variable en quantité et qualité, comme la synthèse par voie purement chimique n'est pas viable
économiquement, une approche biotechnologique a été tentée. Les gènes codant les enzymes de la plante nécessaires pour cette biosynthèse ont été transplantés dans un châssis, celui de la levure du boulanger. Cette levure, modifiée selon les principes de la biosynthèse, produit de l'acide artémisinique en plusieurs étapes qui sont représentées ici en haut dans un rectangle brun. L'acide artémisinique est ensuite transformé par photochimie en 3 étapes en artémisinine stable en qualité et quantité à un coût comparable à la molécule issue de l'armoise annuelle. Dans ce dernier exemple, on voit clairement la production d'un composé utile articulé des étapes biologiques et chimiques. Il est hautement probable que cette coopération entre chimie et biologie se développe considérablement pour répondre à la fois aux besoins matériels de nos concitoyens et à leurs préoccupations environnementales. Et j'en viens au troisième et dernier volet de cette coopération ou de cette analogie, et il s'agit de substitution. Une tendance claire vise à désormais remplacer certains procédés de chimie traditionnels par des approches de chimie dites vertes ou douces, ou par des approches basées sur la biologie. L'exemple de l'adipate, l'acide adipique, permet d'illustrer ce dernier cas. C'est une petite molécule de première importance qui est utilisée principalement pour la manufacture du nylon, mais aussi des résines, polyuréthane, des colles, lubrifiants, agents plastifiants. Actuellement, presque 3 millions de tonnes d'adipates sont produites chaque année à partir de ressources fossiles comme le benzène, très dangereux pour la santé humaine. Malheureusement, ce procédé crée des gaz à effet de serre et des sous-produits toxiques qui ont le potentiel de polluer l'environnement. Depuis 1994, plusieurs tentatives ont été menées pour mettre au point une méthode de manufacture de l'acide adipique par voie biologique. À ce jour, les méthodes de biosynthèse les plus efficaces approchent de la viabilité économique, qui reste évidemment le critère pragmatique du succès. Pour l'une de ces tentatives, la production d'adipate proprement dit requiert en fait la biosynthèse de son précurseur, l'acide glucarique. Ce dernier peut être produit à partir de glucose, qui est l'un des sucres principaux du miel, par un circuit métabolique naturel de la bien connue bactérie du côlon humain, qui s'appelle Escherichia coli. Cependant, il y a dans ce circuit naturel plus de 10 étapes et une approche de biologie de synthèse a permis de construire un circuit alternatif comprenant seulement 5 étapes, donc plus facile à manipuler et contrôler, dans une bactérie que l'on fait pousser dans de l'eau, des sels et une source de carbone qui peut provenir de déchets. Et en plus, une bactérie qui est inoffensive. Donc voilà ce dernier exemple qui relie la chimie de synthèse à la biologie de synthèse. Quelques mots maintenant sur des aspects sociétaux et philosophiques, même si ce n'est pas le propos principal ici. De nombreuses réunions, de la plus populaire à la plus savante, pointent vers le sentiment que la biologie de synthèse serait susceptible de modifier le biotope auquel nous appartenons en tant qu'humains, c'est-à-dire le monde vivant qui nous entoure et dont nous faisons partie. Certains proposent une vision élargie de l'évolution du monde vivant, incluant les artefacts produits par l'homme. Par exemple, la levure productrice d'artémisine. D'autres s'interrogent plus largement sur les biotechnologies. D'autres encore s'intéressent au changement des frontières du vivant qu'engendre la biologie de synthèse. J'y ai fait allusion tout à l'heure dans le développement préhistorique. D'autres, enfin, posent la question de l'attitude humaine vis-à-vis des autres êtres vivants. D'où un questionnement alliant les aspects techniques, sociétaux, philosophiques et éthiques. Bon, l'objectif ici n'est pas de présenter les diverses riches réflexions de ces dernières années, mais de remarquer que jamais aucun domaine technico-scientifique émergent n'a autant que la biologie de synthèse suscité de travaux concomitants issus des sciences humaines et sociales. La créativité inhérente à ce domaine en expansion a donné lieu à des initiatives citoyennes, parmi lesquelles de nombreux laboratoires ouverts de biologie, comme la Paillasse à Paris et bien d'autres dans le monde. Mais aussi à une compétition internationale d'étudiants et de lycéens, disputée à Boston depuis 2004 aux États-Unis, chaque année vers novembre, et qui s'appelle iGEM,
c'est-à-dire la compétition des machines génétiquement ingénierées, si j'ose dire, compétition internationale. Sur cette note joyeuse, j'en viens à une conclusion. Disons que la biologie de synthèse, c'est l'ingénierie rationnelle de la biologie avec un objectif qui est de concevoir des nouveaux systèmes inspirés par la biologie ou fondés sur ses composants, et qu'elle fait aussi progresser les connaissances sur le monde vivant. C'est un domaine technoscientifique qui se développe rapidement depuis 2004. C'est un futur poids lourd économique. En effet, elle est susceptible de changer totalement notre approche de certaines technologies clés, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de produits, d'industries, de marchés construits sur nos capacités à manipuler la matière au niveau moléculaire. Merci beaucoup de votre attention.